Notre invité qui nous accompagne pendant cette demi-heure en plateau, Raphaël Thuin, responsable des stratégies de marché de capitaux de Tikehau Capital. Bonjour et bienvenue Raphaël. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je ne veux pas vous priver de commentaires sur l'analyse que nous a apporté David Benhamou sur la résolution spécifique du cas Crédit Suisse en Europe et de ce que ça implique peut-être pour les investisseurs dans l'immédiat, à plus long terme peut-être, mais il faut aussi qu'on parle de l'autre crise bancaire, celle des banques régionales américaines. Sur la partie européenne, qu'est-ce qui vous intéresse là, 48 heures après ce deal, Raphaël? Bon, effectivement, c'est un moment important pour le marché et pour le secteur bancaire. On a d'une part un soulagement, parce qu'effectivement, et David Benhamou le disait bien, on avait vraiment la banque malade de l'Europe qui posait problème et son cas semble avoir été résolu. Donc ça, c'est un facteur très positif de soulagement pour le marché, dans un contexte où les banques, on l'a dit, sont très bien capitalisées, sont redevenues profitables et ne sont pas sujettes à des soucis de liquidité. Maintenant, la façon dont les choses se sont déroulées pose question et aura des répercussions sur le long terme. Des répercussions, on va en voir sur le coût du capital des banques. On a mis de la tension sur ce marché des AT1, qui est un marché essentiel pour le roulement des fonds propres, dirons-nous, des banques et le maintien des niveaux de capitaux. Donc ça va être une répercussion à long terme qu'il faudra surveiller. Une répercussion aussi sur la profitabilité des banques. Si le coût du capital monte, la profitabilité baisse. Les taux d'intérêt baissant aussi, on va avoir une dynamique plus négative sur cette dimension profitabilité. Et puis aussi cette thématique de rémunération des dépôts qui est commune à beaucoup des problèmes qu'on a autour des banques aujourd'hui aux États-Unis et en Europe. Probablement que les banques, en particulier les plus faibles, vont devoir essayer d'augmenter leur rémunération de dépôt pour rester compétitives et ne pas faire face à un stress vis-à-vis de ces déposants. Tout ça va rogner les marges. Donc, probablement des conséquences long terme. Et puis, on reste malgré tout avec une espèce de nuage au-dessus de la tête de contagion. Ce n'est pas notre scénario privilégié. On est globalement optimiste sur le fait que les banques sont bien capitalisées et les 15 ans passés à nettoyer les bilans ont porté leurs fruits. Néanmoins, l'état de fébrilité du marché pose question. On est sur un marché qui cherche à comprendre qui sera le prochain acteur en difficulté, qui analyse aujourd'hui les bilans des banques et l'activité sur les dépôts de manière très précise. Et on est peut-être face à une crise bancaire qui n'est pas exactement de la sorte de celle qu'on connaissait dans le passé. Ouais. Moi, ce qui me frappe, et c'est là où on trouve d'ailleurs un lien et une convergence entre les problèmes de Crédit Suisse et de SVB, quand bien même ces deux banques n'ont rien à voir, des histoires, des cultures très très différentes, c'est la crise des dépôts. C'est un peu ça qu'on retrouve y compris aux États-Unis dans le tissu des banques régionales et qu'on a vu avec Crédit Suisse. Il y a une perte de confiance des clients et il y a une fuite des dépôts. Si on prend la situation américaine, Raphaël, est-ce que toutes les mesures de liquidité, de garantie des dépôts qui sont apportées, renouvelées, confirmées jour après jour par les autorités, est-ce que ce sont les bonnes réponses? Est-ce que ce sont des réponses qui permettent d'imaginer que la crise reste contenue sans partir en spirale de contagion, comme le risque existe toujours peut-être? Alors, c'est une réponse incontournable, cette idée qu'en garantissant les dépôts, soit davantage, voire même totalement, on allait potentiellement avoir un circuit breaker, une espèce de regain de confiance qui stopperait cette contagion. C'est incontournable. Il faut passer par là et il y a bon espoir que ça puisse suffire pour calmer un petit peu le stress dans le marché. Néanmoins, on l'a compris, on est sur une dynamique qui est difficile à jauger, assez éloignée de ce dont on avait l'habitude. Souvenez-vous, dans le passé, les crises bancaires, c'était des crises de capital, de solvabilité, de liquidité, de qualité du bilan. On n'est pas du tout sur cette dimension-là. Crédit Suisse était très bien capitalisé, avait énormément de liquidité et a disparu. Donc aujourd'hui, c'est une crise de confiance. Et la confiance, il n'y a pas nécessairement de bouton magique pour la restaurer. On est aussi dans une société, et c'est probablement peut-être aussi une dimension à garder en tête, d'instantanéité. Où finalement vous prenez le cas de Crédit Suisse, il a fallu d'une rumeur sur Twitter à l'automne dernier pour enclencher ce cycle de baisse qui a débouché le week-end dernier. Une société d'instantanéité aussi dans la façon dont on consomme la banque. Aujourd'hui, on peut passer nos dépôts d'une banque à l'autre en quelques clics. Il y a 15 ans, il fallait faire la queue 5 heures dans la rue pour aller chercher des liasses de billets. Tout ça fait qu'aujourd'hui, un petit grain de sable, une petite rumeur ou j'en sais rien, un actionnaire qui sortirait
pourrait donc déclencher un vent de panique, quelques clics sur votre iPhone et vous êtes sorti. Ça, c'est des dimensions qu'il va falloir un petit peu jauger, dont on n'était pas habitué et qui ne répondent pas nécessairement aux critères de résolution bancaire habituels. Donc on va regarder ça de près. Et on voit bien que les dirigeants sont un peu démunis par rapport à cette situation. Dans la conférence de presse suisse de dimanche, donc Axel Lehmann, le patron de Crédit Suisse, s'est exprimé. On lui a dit mais comment vous en êtes arrivé là? Il met en avant effectivement la rumeur, les faits réseaux sociaux à travers Twitter, etc. Mais je me dis, si vous en êtes à vous battre contre Twitter ou à blâmer les influenceurs sur Instagram, c'est que vous avez déjà perdu la bataille. C'est que c'est déjà trop tard. Vous le dites bien. Et finalement, cette société de l'instantanéité, cette instantanéité des nouvelles, des flux, des dépôts, elle s'accommode mal du modèle bancaire. Le modèle bancaire, c'est un modèle de stabilité, de linéarité, de confiance. Et là, on est en train de rentrer sur des dynamiques qui sont très différentes. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a nécessairement une contagion à venir. Le secteur bancaire est, en particulier en Europe, très bien capitalisé et le maillon faible vient d'être résolu. Aux États-Unis, on ose espérer qu'avec First Republic et une résolution possible à venir, on aura fait le plus dur et là encore, on aura adressé les maillons faibles. Mais on est aussi potentiellement face à d'autres contagion à venir et en tout cas il va falloir être très prudent. Oui. Ouais. Le risque de contagion, de réputation, n'a pas changé de nature, mais en tout cas s'accélère fortement à l'heure des réseaux sociaux. Si on en vient à la fonction de réaction des banques centrales, avec la Fed qui commence sa réunion de 2 jours aujourd'hui, est-ce qu'on est encore dans un moment où la Fed peut piloter les questions de stabilité financière en parallèle de la lutte contre l'inflation qui, je le rappelle, c'était il y a 15 jours, ça paraît très longtemps, mais restait quand même l'objectif primordial, impérieux, au point que Jérôme Powell nous disait on fera peut-être à nouveau du 50 ce mois-ci. Est-ce que les deux objectifs en parallèle sont tenables? Pas sûr. Pas sûr, on va voir, ça va dépendre de l'évolution de ces deux fronts, donc le front de l'inflation. Continue-t-on à constater un regain de l'inflation comme on l'a vu sur le début de l'année? Le front des banques, a-t-on avoir une détente sur ce secteur ou pas? Mais effectivement, elles sont antinomiques, ces dimensions. Elles vont à l'une contre l'autre. La dimension inflation, il faut tenir le cap. C'est ce que disait, vous l'avez dit, Jérôme Powell, il y a 2 semaines. L'inflation est revenue. Il parlait à nouveau d'un resserrement monétaire plus actif et le marché s'attendait à 50 points de base. Et ça, cette photo n'a pas changé en 2 semaines, en tout cas pas à l'instant T. Et puis, du côté banque, évidemment, il faut peut-être, d'un autre côté, relâcher la pression. Cette course au dépôt, à la rémunération des dépôts, qui est favorisée par les remontées de taux, coûte cher au système. Aujourd'hui, elle ébranle toute une série d'acteurs. Et si on continue à marche forcée, à faire remonter ces taux, on risque d'ébranler d'autres acteurs à l'avenir. Donc là, le chemin est très étroit. On est entre le marteau et l'enclume. Il va falloir trouver un juste milieu, espérer qu'on ne casse rien ce faisant. Mais on a clairement des banquiers centraux qui sont dans une position extrêmement difficile. Est-ce que c'est déjà un moment de panique pour les banques centrales? L'adage des investisseurs est de dire quand les banques centrales paniquent, c'est le moment où il faut acheter. Elles ne sont pas indifférentes à la situation de stabilité financière, ça c'est sûr. Est-ce qu'elles sont pour autant en mode panique sur la politique monétaire? Quand je dis panique, c'est-à-dire qu'on arrête tout, voire on signale de potentielles baisses de taux, ce que certains investisseurs anticipent aujourd'hui. Alors, c'est ce que les investisseurs disent, effectivement. Quand vous regardez les anticipations de taux, dès juin aux États-Unis, dès juillet en Europe, le marché anticipe des baisses de taux. On peut imaginer que les banquiers centraux mettent le holà sur cette anticipation. Les banquiers centraux ont passé des mois maintenant à expliquer qu'une fois qu'on serait à ce taux terminal, on y resterait un certain temps pour maintenir la pression sur l'inflation et la faire revenir complètement à des niveaux plus acceptables. Souvenez-vous que dans les années 70, c'est ce qui a coûté si cher dans ce combat à l'inflation, c'est que la pression a été relâchée trop vite. Et Jérôme Powell a beaucoup fait référence à cette période et à ces erreurs-là pour aujourd'hui ne pas en tenir compte dans sa politique. Donc peut-être que le marché s'est emballé. Maintenant, la Fed, elle a quand même beaucoup de difficultés aujourd'hui dans son message. Déjà, il y a un problème de crédibilité. On sent que les anticipations d'inflation s'écartent de ce que les banquiers centraux annoncent. Donc ça, c'est un vrai problème. On a un problème de délai, à savoir qu'on sait que ces hausses de taux d'intérêt ne feront effet que 6-12 mois
après leur date effective. Donc, est-ce qu'on en a trop fait, pas assez fait? On ne peut pas dire aujourd'hui. Et on ne le saura que quand ça sera trop tard. Deuxième problème. Et puis, troisième problème aussi, un problème d'efficacité. Lorsqu'on remonte les taux aussi drastiquement, de manière aussi foudroyante comme ça a été le cas, on s'attaque très fortement à la demande. Et effectivement, la demande risque de souffrir, mais on est quand même sur des dynamiques d'inflation qui sont très portées par l'offre. La déglobalisation, la dimension énergétique, la dimension supply chain, tout ça n'est beaucoup moins sensible à cette dimension banque centrale. Donc quand vous faites le compte, crédibilité, délai et cette dimension sur l'inflation, on a clairement des banquiers centraux qui sont dans une position inconfortable. Ouais. Plus contraint que jamais. Qu'est-ce que ça implique pour l'investisseur là? Qu'est-ce que ces derniers jours ont changé ou pas dans les stratégies chez Tikehau Capital, Raphaël? Qu'est-ce qu'on a eu envie de garder, de confirmer comme position, comme stratégie? Qu'est-ce qu'on a eu envie de nettoyer, de couper? Alors, on reste prudent. Là, on va essayer d'avoir un petit peu de clarté sur ce qui va se passer sur le secteur bancaire dans un premier temps. Évidemment, un gros marqueur de marché, le secteur le plus important en termes de sentiment sur le marché. Donc, très important de voir la résolution de cette crise bancaire dans un premier temps. On constate aussi que le mouvement sur les taux a été très spectaculaire, avec 100 points de base sur le 2 ans, plus bas aux États-Unis, 80 points de base en Europe. On a eu un retournement de tendance qui a été dramatique. Peut-être que le marché en a trop fait de ce point de vue-là. Donc, se méfier aussi de cet aspect taux, avec un potentiel de remontée des taux si les données de l'inflation arrivaient un peu fortes. Et donc, cette idée qu'on va se rapprocher gentiment, on l'espère, des moments de redéployer. Les valorisations se déprécient, on est de plus en plus, on se rapproche, on va dire, de ce point terminal en termes de resserrement des taux d'intérêt. Clairement, il va y avoir des signaux à attraper pour pouvoir redéployer. Mais aujourd'hui, dans le contexte actuel, à un moment où les valos restent quand même assez chers, on a envie d'être plutôt prudent. Merci beaucoup Raphaël. Merci pour votre éclairage de marché sur cette situation un peu chamboulée depuis 15 jours maintenant, avec ces épisodes de stress bancaire qui restent sur le devant de la scène et qui restent un sujet de préoccupation à ce stade encore pour les investisseurs. Raphaël Thuin, responsable des stratégies de marché de capitaux de Tikehau Capital, qui était l'un de nos invités à la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart. On se retrouve à 17h en direct.